Bien, puisqu'on est toujours mieux servi par soi-même, je vais m'auto-introduire. Donc, merci à Richard et à toute l'équipe de cette invitation. L'an dernier, j'étais encore des Hauts-de-France. Et là, ça y est, je suis officiellement alsacien, même si je n'en ai pas encore tous les atours. Donc moi, je vais vous parler un peu plus longuement des programmes d'accompagnement, mais aussi de la prise en charge de la femme obèse. Donc ce matin, on vous a bien expliqué que l'obésité avait un impact extrêmement fort sur l'ensemble de la grossesse, mais aussi avant, puisqu'il y a plus d'infertilité, avec là aussi un décalage qui est très fort entre la femme et l'homme, puisque cette infertilité touche plus la femme obèse qu'elle ne va toucher l'homme obèse. Et puis, ces problèmes d'obésité, vous les connaissez bien au cours de la grossesse, ils se transmettent, on y reviendra, pour les générations futures. Il n'est qu'à voir le modèle américain pour voir un peu les ravages que ça peut faire, puisqu'on sait que probablement le raccourcissement de la durée de vie chez les Américains vu ces dernières années a probablement été influencé par l'épidémie d'obésité. De plus, pendant la grossesse, un des problèmes qu'on va rencontrer, c'est l'excès de prise de poids gestationnelle. Là, c'est vrai que c'est un peu un sujet tabou. Les femmes, elles n'aiment pas beaucoup qu'on leur parle de leur prise de poids pendant la grossesse. Et on l'a parfois fait de façon un peu maladroite, en pesant, de façon un peu jugeante, et puis sans expliquer pourquoi on faisait ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette prise de poids, quand elle est excessive, elle va augmenter le risque des complications qui sont en réalité les mêmes que celles qui sont attribuables à l'indice de masse corporelle élevé. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une prise de poids gestationnelle adaptée chez la femme obèse, l'Institute of Medicine a recommandé que ce soit entre 5 et 9 kilos. Certaines équipes vont plus loin en disant qu'on peut même être en dessous de 5 kilos sans risque, voire même perdre du poids. En tout cas, on sait que cette situation, cette prise de poids gestationnelle adaptée, fait qu'on a moins d'achetés agravidiques, moins de césariennes en urgence et moins de macrosomies sans excès de petits bébés pour la gestationnelle. L'une des difficultés, c'est comment on arrive à ça et comment on fait pour que les femmes soient bien accompagnées. Alors, moi, ce que je crois, et évidemment, cette notion ne vient pas de moi, puisqu'elle a été initialement lancée par l'UNICEF, l'ONU, autour de la période des 1000 jours. Mais cette période des 1000 jours, et en particulier la période de la grossesse, c'est une fenêtre d'opportunité. On a des femmes qui sont obèses, même si, on va y revenir, l'obésité est une maladie chronique, elles ne se sentent absolument pas malades, et elles vont, dans la grande majorité des cas, rencontrer un professionnel de santé en qui elles ont confiance, qu'il s'agisse d'un gynécologue obstétricien ou d'une sage-femme, mais aussi parfois une auxiliaire de puériculture ou une puéricultrice elle-même, un pédiatre, un médecin généraliste, enfin, un panel extrêmement large de professionnels qui peuvent être impliqués pour l'aider dans une prise de conscience des changements nécessaires pour sa famille ou pour le futur bébé. Quand on attend un enfant, on a tous envie, pour ceux qui ont envie d'un enfant, on a tous envie de changer, d'améliorer. Qui n'a pas lu Brazelton en attendant son premier enfant? Qui n'a pas décidé un certain nombre de choses pour son bébé ou pour son enfant? Il ne regardera pas trop la télé, il n'ira pas trop sur les tablettes. Bon, après, tout ça, on abandonne un peu, évidemment, mais en attendant, on est vraiment sensible aux conseils. Et puis, on sait que c'est un temps très spécifique et très favorable pour l'éducation, au sens l'éducation à la santé. Donc, les interventions, il y a d'un côté des interventions nutritionnelles, les programmes d'activité physique, mais aussi des interventions qui sont mixtes et qui associent les deux. C'est un moment important parce qu'on peut aussi casser le cercle vicieux intrafamilial de l'obésité. Et vous voyez cette représentation de Bottero où on sait bien que, globalement, une maman qui est elle-même obèse, qui n'a jamais appris par sa maman elle-même à cuisiner des légumes, à faire des soupes et à avoir une alimentation parfaitement équilibrée, va avoir plus de difficultés à le transmettre à ses enfants. Et donc cette notion d'obésité maternelle, évidemment, elle est influencée par l'environnement utérin, on l'a vu tout à l'heure. Elle est évidemment influencée par l'environnement socio-économique, l'environnement familial. Et on sait que l'association entre précarité et obésité est extrêmement importante. Et que cette association
précarité-obésité est très forte en Europe. Et elle est aussi très fortement liée à des carences en réalité, parce qu'il ne faut pas croire que le patient obèse soit parfaitement bien nourri. Malheureusement, le patient obèse est porteur de carences bien plus importantes que le patient de poids normal. Et puis cette transmission familiale fait qu'on retrouve une obésité dans l'enfance et à l'âge adulte qui est multifactorielle. Il n'y a pas que l'épigénétique, il n'y a pas que l'environnement familial. C'est extrêmement, extrêmement complexe. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à agir, mais on peut probablement agir. Quelques mots de la prise en charge pendant la grossesse. Alors je vous avoue, j'ai rajouté ces diapos tout à l'heure parce que plusieurs fois, Olivier et ainsi que Nicolas ont dit « il va en parler ». Je n'avais pas prévu en fait, mais je me suis dit « il faut que je le fasse », visiblement. La question, c'est que ça nous coûte cher, globalement. Au quotidien, l'obésité, c'est embêtant pour nous, parce que c'est vrai que c'est 2 à 3 fois. Alors Nicolas disait, 2 à 3 fois, c'est beaucoup. Alors en médecine, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est plus le volume de ce que ça représente. Les complications graves, c'est plutôt normalement 5 à 10 fois. 2 à 3 fois, on est sur un bruit de fond qui nous embête, nous, mais qui n'est pas non plus quelque chose qui, en termes de santé publique autour de la grossesse, va révolutionner les acteurs de la santé finalement. Et c'est une vraie difficulté. À la fois, c'est beaucoup et à la fois, c'est pas assez. Mais ça pose de grandes questions en termes d'organisation, de spécificité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est à nous, les obstétriciens, de nous occuper de l'obésité qui représente aujourd'hui en France 10% des femmes enceintes, 15% de l'ensemble de la population? Est-ce que ce n'est pas un problème de santé publique qui doit être pris en charge par le gouvernement ou par les grands décideurs et pas individuellement par les maternités ou par les équipes périnatales, les réseaux, tout ce que vous voulez? Est-ce qu'il n'y a pas des spécificités en fonction aussi de la discipline? Ça, c'est un peu compliqué. Quelle aide on peut avoir des nutritionnistes, qui aujourd'hui est une spécialité qui est pas suffisamment nombreuses. Cécile Siangura est là, elle pourra vous le dire. Ils ne sont pas suffisamment nombreux, on n'en a pas assez. Les diététiciennes, ce n'est pas suffisamment valorisé. Donc comment on fait pour agir? Et est-ce qu'on peut faire aujourd'hui des recommandations? On sait que ce qui est très important, c'est d'avoir une équipe multidisciplinaire avec des gens qui sont formés, qui se sentent partenaires les uns des autres. Il faut faire des formations locales et régionales, et c'est vraiment important d'avoir une journée comme celle d'aujourd'hui sur cette thématique, parce que on peut y passer des messages, on peut faire évoluer toute une région. C'est un peu ce que j'ai fait, ce qu'on a fait dans les Hauts-de-France, et on voit bien que l'Alsace est en train de prendre le même pli. C'est que toute une région se pose la question autour de cette thématique pour, au final, proposer des organisations. On a parlé ce matin d'adaptation et d'anticipation, et je trouve que les mots que Gilles nous a dit, pour moi qui ai baigné un peu là-dedans, sont hyper importants. Et vraiment, il a parfaitement résumé la manière dont on doit se positionner vis-à-vis des patientes obèses. Alors pourquoi, à titre personnel, je me suis intéressé à ça dans les Hauts-de-France? Parce qu'on en avait beaucoup, parce que j'étais le petit dernier arrivé et que je voulais trouver une thématique à moi, je ne vous le cache pas, et puis aussi parce que j'en avais marre de voir des femmes arriver en pleurs à 9 mois dans la grosse maternité, où on leur disait, voilà, vous allez aller dans la grosse maternité parce que vous êtes trop grosse et de toute façon, on ne pourra pas vous poser la péridurale, on ne pourra pas s'occuper de vous, vous ne pourrez pas monter sur la table. C'était hyper violent pour ces femmes, et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a commencé par s'équiper à la fois pour elles, mais pour nous. On a eu 2 sages-femmes, l'une a essayé de rattraper une femme obèse qui faisait 120 kilos, elle faisait 55 kilos toute mouillée, la pauvre sage-femme. Arrêt de travail pendant 3 mois, parce que la dame a perdu connaissance, elle est tombée, elle a essayé de la rattraper. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? La laisser tomber, mais en tout cas, elle aurait peut-être pu éviter de la lever toute seule à un moment où elle était toute seule dans la chambre et où la dame déjà disait qu'elle ne se sentait pas bien. Donc c'était une petite erreur, mais bon, c'est un arrêt de travail. Et une autre sage-femme qui aussi s'est cassé le dos en n'utilisant pas les bonnes techniques de portage sur une dame qui faisait 140 kilos. Donc ça, c'est vraiment important de former nos équipes au levage, au portage. Et comme le disait Didier tout à l'heure, ça ne doit pas nous faire peur, la césarienne. Il faut juste qu'on soit bien organisé et d'avoir pensé en amont comment on va faire un code rouge, éventuellement chez une femme obèse, parce qu'on ne pourra pas l'éviter à 100%. C'est aussi du matériel biomédical adapté, des brasseurs adaptés, tout ce qu'on veut qui soit adapté. L'ergonomie, c'est moins important chez nous. C'est plus l'obésité chez le patient plus âgé
et qui n'arrive plus du tout à accéder à sa tablette, qui n'arrive plus à accéder à sa tablette pour manger, à accéder à son truc pour la télévision, à sa télécommande pour la télévision, et qui est obligé d'utiliser des outils d'ergonomie. Ça, on le voit plutôt dans des services, moins dans la maternité, on est chez des femmes jeunes. Rapidement, je vous l'ai dit, les transferts, et Gilles vous l'a dit, c'est l'attitude et les mots. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand on parle de grossophobie, c'est il ne faut pas en parler, il ne faut pas embêter la femme avec ça. Mais c'est tout à fait faux. On peut en parler, il faut juste dire à la femme « J'aimerais bien discuter avec vous, soit de votre poids, soit de la prise de poids pendant la grossesse. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes d'accord pour qu'on en discute ?» Et donc, il faut faire la proposition de la même manière que vous faites la proposition d'une amyosynthèse. On a le droit de proposer à quelqu'un « Est-ce que vous voulez bien qu'on parle de votre poids ? Ou est-ce que vous voulez bien qu'on parle de la prise de poids pendant la grossesse ?» Et on le verra après, si elle n'y est pas prête, c'est pas grave, de toute façon, ça sert à rien de lui rentrer dedans, ça changera pas les choses. Pourquoi ça sert à rien de lui rentrer dedans ? Parce que, comme l'a dit Nicolas, il y a une vraie pensée négative autour du patient obèse. L'obésité, c'est une maladie chronique. Et quand on rencontre ces patientes, c'est les patientes qui vont vous dire « Eh bien, l'obésité, je n'y arrive plus. J'ai l'impression que je mange rien et pourtant je ne maigris plus. » Alors moi, j'ai connu un patron en endocrinologie qui disait à ces femmes, et pardonnez-moi de répéter ces mots, « À Auschwitz, madame ou monsieur, il n'y avait pas d'obèses. » Donc ça, c'est la vision d'il y a 30 ans, qui est une vision honteuse. Donc comment on peut imaginer qu'un professeur de médecine puisse sortir ces mots ? Et aujourd'hui, malgré tout, d'une façon un peu limitée, on est encore là-dedans. Le patient obèse, c'est celui qui reste dans son canapé, c'est celui qui fait que manger toute la journée. Non, c'est pas vrai. Quand vous voyez cette courbe, ce sont des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont cette évolution sans arrêt en yo-yo, ils ont fait des régimes, ils ont repris encore plus, et à un moment, ils atteignent un plateau, et la seule chose qui va peut-être marcher avec beaucoup de difficultés, parfois, c'est l'intervention chirurgicale, la chirurgie bariatrique, qui n'est pas non plus, Cécile vous en parlera, qui n'est pas non plus une situation si facile que ce qu'on peut croire. Donc vous voyez, et puis après, il ne faut pas croire, la chirurgie bariatrique, là on commence à avoir le recul sur 10, 15, de nombreuses années, et on voit aussi la difficulté de maintenir ce poids sur du très long terme pour certaines populations. Ça, vous pourrez peut-être demander à Cécile ce qu'elle en pense. Mais en tout cas, voilà, c'est des patients, quand ils viennent voir et qu'ils disent « mais je n'y arrive plus », il faut les croire, c'est vrai, ils n'y arrivent plus, ils sont dans une situation d'impasse. Moi, je pense à une jeune patiente, 170 kilos, déscolarisée à partir de 16 ans parce qu'elle a été la risée de son collège. Elle est enceinte, son petit copain la laisse tomber. Heureusement, elle a un soutien familial très fort. Mais voilà, c'est des situations comme ça, des situations dramatiques de gens qui sont abandonnés. Et si nous, les médecins, les soignants, on les abandonne ou on les violente encore plus parce qu'on croit que c'est des gens qu'en violentant, on va leur apporter quelque chose, eh bien, on est vraiment dans l'erreur. Agir... Moi, je crois que c'est plutôt plus simple pour nous d'agir au départ sur des interventions ciblées. On n'a qu'à s'occuper d'abord des BMI les plus élevés ou des BMI au-delà de 35 avec la comorbidité, ce qui correspond à peu près à la chirurgie bariatrique. Et c'est là où peut-être, au départ, on peut faire une prise en charge qui est plus adaptée. Parce qu'après, sur la majorité des IMC, entre 30 et 40, c'est vraiment beaucoup et on n'a pas toujours les forces en présence pour le faire. Donc d'abord, c'est un repérage par la sage-femme ou l'obstétricien, une proposition de consultation avec le médecin nutritionniste. Si vous leur dites « je vous mets en consultation avec le nutritionniste », dans mon expérience, il y en a 1 sur 3, voire 2 sur 3 qui ne vient pas. Donc ça, c'est une perte de temps pour tout le monde, pour vous et également pour le nutritionniste qui dit « là, je ne comprends pas, tu m'as mis une consultation, mais sur les 6, j'en ai 2 qui sont venus, moi je perds mon temps ». Et donc les gens s'épuisent. Il n'y a pas d'obligation parce qu'on connaît bien aujourd'hui les stades de Prochaska. Les patients, ils ont parfois besoin de mûrir. Je me souviens d'une femme, on en avait discuté en début de grossesse, 180 kilos. Elle m'avait dit « non, moi, vos histoires de rentrer dans une filière de soins, ça ne m'intéresse pas ». Et puis à la fin de la grossesse, elle me dit « ah, docteur, vous vous souvenez, vous m'aviez parlé de la petite filière de soins, peut-être la chirurgie bariatrique, vous ne voulez pas me redonner les coordonnées ?» Entre deux, elle avait complètement mûri. En tout cas, prendre en charge les IMC élevés aura de toute façon un bénéfice organisationnel certain dans vos structures ou même dans votre réflexion personnelle sur les autres femmes qui ont des IMC, eux, entre 30 et 40. Sur les interventions elles-mêmes, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait de leur efficacité ?
Il y a une méta-analyse qui a été faite par Tangaratinam en 2012, qui a repris pas mal d'études. Mais vous voyez, les limites de ces études, c'est des petites populations. 400, 300. Didier vous a présenté ce matin des chiffres beaucoup plus hallucinants. Et donc finalement, on a une limite là qui est le manque de puissance. Sur la prise de poids gestationnelle, on a tout de même un effet. Entre l'intervention et le contrôle, on est à moins 1,5 kg. Ce n'est pas BZF, mais c'est déjà ça. Sur l'excès de prise de poids, c'est beaucoup plus embêtant. Vous voyez qu'on a quand même, dans le groupe contrôle comme dans le groupe intervention, 35 à presque 50% des femmes qui ont un excès de prise de poids, c'est-à-dire qu'elles sont au-delà des 9 kg recommandés. Donc on voit bien là qu'on n'a pas été très efficace. Sur les paramètres maternels, le diabète gestationnel, l'HTA, la prééclampsie, la césarienne, pas d'efficacité. On a vraiment du mal à démontrer une efficacité des interventions. Alors pourquoi ce manque d'efficacité ? C'est aussi parce que finalement les femmes qui participent à ces études sont des femmes qui ont déjà envie d'améliorer leur prise en charge. Elles sont enclines à participer à l'étude. Elles sont déjà dans un stade de Prochaska beaucoup plus mûr. Et donc finalement, suivre les recommandations qu'on leur donne, qui sont quand même pas si compliquées que ça, d'avoir un peu plus d'activité physique, de manger mieux, elles vont le trouver sur Internet, elles vont le trouver en ligne, et peut-être qu'elles vont, déjà rien qu'en participant à l'étude, modifier leur comportement. Sur le nouveau-né, jusqu'à présent, pas vraiment d'effet. Vous voyez, moins 50 grammes, de moins 100 à 0, pas de différence sur les gros pour la gestationnelle, pas de différence sur les plus de 4 kg. Et puis est arrivée l'étude limite, une étude australienne qui visait à comparer donc, deux groupes, au total 2152 femmes, entre 10 et 20 semaines, à qui on proposait des conseils diététiques simples et de l'activité physique sous la forme de marche toute simple. On disait, vous allez marcher. Alors attention, il ne faut pas leur dire, vous allez marcher une demi-heure tout de suite. C'est des gens qui sont très sédentaires, quand même, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui marchent déjà. Donc c'est aussi des gens qu'il faut accompagner, on le verra tout à l'heure, de façon personnalisée. Quelqu'un qui ne marche pas du tout, vous lui demandez d'abord d'aller faire chaque soir le tour du pâté de maison et puis peu à peu d'augmenter l'activité physique. Il y a des obèses qui ont déjà beaucoup d'activité physique, donc ça ne sert à rien de leur demander beaucoup plus. De toute façon, ils auront vraiment du mal à le faire. Donc dans ce groupe-là, il y avait du surpoids et de l'obésité, presque 60% d'obèses. Pas de différence sur les gros pour la gestationnelle, mais une différence intéressante sur les nouveau-nés de plus de 4 kg. 19 versus 15% dans le groupe intervention. Le nombre nécessaire à traiter n'est pas si mauvais. Il faut traiter 28 patientes pour obtenir un bébé en moins, en dessous de 4 kg. Ce qui est très intéressant dans cette étude et ce qui nous a amené, nous, dans l'équipe, à réfléchir à ça, à proposer l'étude dont je vais vous parler après, c'est qu'au départ, dans ce travail australien, et ça c'est vraiment bien dans le BMJ qu'ils aient mis ce tableau, 5474 femmes ont été approchées pour 2152 finalement incluses. Donc il y a 3000 femmes qu'on a perdues. Et on les a perdues pourquoi ? Parce qu'elles n'étaient pas intéressées, c'est pas le bon stade de Prochaska. Et aussi parce qu'elles sont trop occupées et parce qu'elles avaient autre chose à faire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. La femme travaille aujourd'hui, ce qui est une très bonne chose. La femme, parfois, elle s'occupe des enfants le soir, je l'espère en tout cas avec son conjoint, que les tâches sont partagées. Et puis, mais en tout cas, elles sont très occupées. Et donc, vous voyez, il y en a quand même 1000 qui disent « moi, je ne peux pas faire ce type de programme », et donc elles refusent de participer. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et on s'est dit, il y a peut-être une place pour quelque chose en plus. C'est-à-dire que je ne veux pas faire disparaître le travail des diététiciennes, ni le travail des coachs d'activité physique, je pense qu'il est vraiment nécessaire, mais on voit bien qu'on touche que 30% des femmes par ce côté-là. Aujourd'hui, en plus, en France, c'est très complexe, très coûteux, très contraignant à mettre en œuvre. Nous, on a fait un programme comme ça, ça se passait dans la journée, à la maternité, donc ce n'était pas très adapté pour des femmes qui ont autre chose à faire. C'est pour ça que je pense qu'on peut avoir une place pour les nouvelles interventions. Ça coûte un peu moins cher, c'est pas tout à fait vrai, mais ça coûte probablement un petit peu moins cher. C'est peut-être plus facile, mais quand c'est plus facile, c'est peut-être aussi plus compliqué de le maintenir à long terme. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quelle que soit la population, il y a une grande implantation des smartphones et des tablettes, de l'Internet dans notre société. C'est 78% des Français, c'est 65% des Européens. Même en zone d'éducation prioritaire, on sait qu'en moyenne, ils ont fait une étude dans des collèges, il y avait 5 écrans reliés à Internet
dans des familles qui sont des familles supposées précaires. Donc normalement, ça n'est pas un problème aujourd'hui, l'accès à Internet. On sait que c'est efficace chez les adolescents, au travers des réseaux sociaux aux USA. Et il y a 2 études intéressantes sur le diabète gestationnel dans le postpartum et la perte de poids dans une population défavorisée hispanique, où on a montré une efficacité de ce type de programme. Donc on s'est lancé dans l'étude HIPOP. HIPOP pour électronique, programme de prise en charge de l'obésité, et P pour pregnancy. Donc on voulait évaluer un programme personnalisé, vous allez voir pourquoi personnalisé, utilisant ces nouvelles technologies, un site web accessible sur une tablette, un ordinateur portable ou un smartphone, pour réduire, là on a choisi le taux d'intervention à l'accouchement, césarienne, extraction instrumentale, et évidemment améliorer la santé des mères et de leurs nouveau-nés. On a choisi personnalisé parce qu'on va adapter le programme et on va pousser les fiches, je vais y revenir, en fonction d'un certain nombre de questionnaires. Alors, ces questionnaires qui ont été validés par un médecin nutritionniste avec qui je travaille, qui malheureusement est parti au Canada, qui s'appelle Marie Pigère et qui va y rester. Mais en tout cas, voilà. Donc, la motivation au changement, l'activité physique, le comportement alimentaire, et les fiches sont poussées en fonction de certaines catégories. Alors, on n'a pas 25 catégories de patientes, mais on en a entre 3 et 6 pour pouvoir proposer une adaptation. On a prévu d'inclure 860 femmes et on veut démontrer que à partir de 50% d'intervention, on passe à 40% dans le groupe intervention. Donc il faut avoir une grossesse unique, entre 18 et 45 ans, il faut être entre 12 et 21 semaines et 6 jours, ce qui peut sembler parfois malheureusement un peu tardif, c'est aussi une des limites de ces études, mais c'est un peu compliqué de faire autrement, évidemment avoir un accès à Internet. Les critères de non-inclusion, ils sont assez classiques. C'est des patientes dont la voie d'accouchement pourrait être influencée par leur statut même, les gémellaires, un antécédent de césarienne, une cicatrice corporéale ou un diabète préexistant à la grossesse ou une pathologie qui n'est pas trop compatible avec l'activité physique, même si aujourd'hui on sait bien que ça ne veut pas dire grand-chose. Un peu d'exemple de la plateforme. Vous voyez, il y a des codes couleurs qui reprennent un peu le logo de HIPOP ici. Vous voyez, c'est le logo qu'on a fait. Donc le violet, c'est tout ce qui est le bien-être. C'est se sentir bien, avoir des informations. On a des petits films sur le yoga, on a des éléments de motivation qui ont été faits. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est évidemment une psychologue qui est spécialiste de la prise en charge des maladies chroniques, qui travaillait déjà sur l'obésité. Donc les femmes, elles ont des fiches d'information. Elles ont des coachs qui se trouvent derrière qui se trouve derrière l'écran. Donc là, par exemple, on met la coach sportif. Bon, là, c'est des fausses images. Voilà, elles ont aussi un réseau social qui permet de se contacter entre patientes. Et puis, on a aussi des chats. Et puis, c'est pas inintéressant aussi, à la fois, même si l'étude ne répond finalement pas à la question, de voir comment les patients s'approprient la e-santé. C'est pas inintéressant parce qu'en ce moment, on nous vend tout et n'importe quoi. Ça va de l'application qui vise à savoir si on peut avoir un garçon ou une fille avec des régimes alimentaires. Là, hier, il y a une espèce de charlatanisme autour de ce qui s'appelle le SIM37 pour décider de prédire comment la femme va accoucher. Enfin voilà, la e-santé est en train de nous envahir. Et finalement, comment les patients se l'approprient, comment les femmes se l'approprient et qu'est-ce qui marche pas au départ ou dans le long terme, ça, c'est pas forcément inintéressant et ça va être aussi un élément extrêmement passionnant de cette étude. Et les difficultés qu'on rencontre dans l'étude aussi sont vraiment très intéressantes, je vais y revenir tout à la fin. En orange, c'est tout ce qui est l'alimentation. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est quand est-ce que je dois manger, est-ce que je dois manger pour deux, enfin, il n'y a rien, la plupart d'entre vous auraient été capables de faire cette fiche. Mais c'est juste, on est là pour aider les gens, pour les motiver, les soutenir. Et en bleu, c'est tout ce qui est l'activité physique. Alors là, c'est peut-être là où on est un peu plus novateur, parce qu'aujourd'hui, traîne encore beaucoup l'idée que l'activité physique n'est pas bonne pendant la grossesse. Or, aujourd'hui, on a plein de données scientifiques qui démontrent qu'il n'y a pas de meilleur moment pour démarrer une activité physique que la grossesse, parce qu'il y a plein d'éléments positifs et il n'y a quasiment pas de risque à démarrer une activité physique pendant la grossesse. Ça dépend après de ce qu'on fait, évidemment. Alors l'étude, elle a débuté l'an dernier, et on a ouvert les centres progressivement. On est un tout petit peu en retard, mais on a quand même là, j'ai vu, il y a eu 2 inclusions tout à l'heure, donc on est à 260 femmes aujourd'hui, c'est quand même pas si mal. Puis là, ça commence à monter en charge parce qu'on a inclus pas mal de centres ces derniers temps. C'est vrai que
mon transfert entre Strasbourg et Lille a quand même un peu ralenti les choses, mais maintenant, ça y est, c'est lancé. Oui, on a encore, vous voyez, 4 à ouvrir, on est à 19 centres, ce qui est quand même pas mal. Des difficultés quand même. Dans le bras témoin, les témoins, elles oublient de remplir le questionnaire, puisque en théorie, elles ne vont pas sur le site, donc elles se disent bon, ça me casse les pieds. Moi, ça m'embête, parce que pour comparer les populations, c'est un peu plus embêtant. Ce qui est plus intéressant, c'est que dans le bras intervention, et c'est toujours les stades de Prochaska, c'est-à-dire les femmes, elles ont probablement dit oui au praticien, la sage-femme ou au médecin qui les a sollicitées pour faire plaisir, mais elles n'y étaient pas forcément prêtes. Et on a aujourd'hui, quand je regarde, il y a un tiers des femmes qui ne sont pas du tout assidues, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas sur la plateforme, et on a un système de relance, etc. Mais malgré ce système de relance, elles n'y vont pas quand même. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure, un tiers des femmes qu'on va attraper par le coach sportif et la diététicienne. Et alors là, attention, je ne vais pas faire mon misogyne de base, mais nous, à Lille, quand on a mis un coach garçon super musclé et super beau, on a multiplié par 2 les inclusions au programme. Juste un conseil. Alors qu'avec Nathalie, c'est bizarre, ça marche un peu moins bien. Mais moi, j'aimais beaucoup Nathalie. Et puis, en tout cas, pour l'activité physique, autour des nouvelles technologies, vous voyez, on touche probablement un tiers des femmes. Et puis, il y en a quand même un tiers, là, ou peut-être un peu moins. De toute façon, on n'arrivera pas à toucher. Et là, il faudra de toute façon accepter l'idée que, en effet, cette patiente, elle est obèse. En effet, elle a une grossesse et on aimerait faire des choses pour elle. Mais en effet, aujourd'hui, elle n'y est pas prête. Et de toute façon, ça ne sert à rien, en tout cas, de la juger ou de la violenter. Ça ne changera pas son point de vue sur le moment ou sa manière de penser. Quelques mots de remerciement de toute l'équipe. Vous voyez, c'est quand même ces travaux de recherche, et encore là, tout le monde, tous les centres ne sont pas inclus. Là, c'est juste l'équipe du CHU de Lille qui m'a accompagné, en tout cas, pour monter ce programme. Et puis après, vous avez tous les 19 centres, et avec, là aussi, souvent 3 à 4 personnes par centre. Et c'est aussi pour ça que la recherche clinique coûte cher et qu'il nous faut des financements à la hauteur de ce qu'on veut démontrer. Voilà, je vous remercie. Vous avez des questions ? Oui. Vous m'entendez ? Ouais. Oui, je voulais juste signaler qu'il existe aussi dans le Doubs et en Haute-Saône un programme qui s'appelle POME, P-O-M-E, Prévention Obésité Mère-Enfant, qui a été mis en place depuis peu et financé par l'ARS, qui s'adresse à toutes les futures mamans qui ont des problèmes de poids, pas simplement obèses, celles qui ont aussi peur de prendre énormément de poids. Et donc, dans l'équipe, on a toujours une sage-femme référente, une diététicienne, un médecin de PMI, et on travaille sous forme d'entretien individuel et en atelier. La sage-femme est toujours présente pour faire le lien. Et les ateliers sont menés avec la diététicienne ou le médecin et la sage-femme, avec plusieurs patientes. Et on travaille plus dans l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, parce qu'on se rend compte que ces personnes sont tellement stigmatisées depuis l'enfance, l'adolescence, par leur poids. Elles savent très bien ce qu'elles doivent faire, manger, pas manger. On leur a toujours dit « il faut, tu n'as pas le droit, c'est pas bien, tu manges trop, etc. » Et on travaille vraiment dans les remettre au centre de leurs problématiques en essayant de leur dire « qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ?» Voilà, essayer d'être vraiment dans l'ETP et pas dans le classique « oui, non, c'est pas bien ». Madame, ce que vous faites. Et on travaille aussi sur le goût, sur la lecture des étiquettes, sur l'aspect physique, le regard des autres, le fait de s'habiller. Il y a des dames qui disent que le fait de s'habiller enceinte, grosse, ça pose un problème. Et ensuite, on a un atelier sur les pleurs du bébé, pour ne pas interpréter toujours le pleur comme un besoin qui passe par la bouche, parce que c'est des mamans qui ont été aussi habituées à manger beaucoup quand elles avaient une frustration. Donc on travaille sur les pleurs du bébé et
après l'accouchement, les revoit sur justement la nutrition, la diversification alimentaire après l'allaitement. Voilà, donc ça existe aussi, c'est super. Merci. En fait, on a la chance dans notre pays, en effet, d'avoir de nombreux programmes comme ça. Quand on va discuter d'obésité un peu partout en France, on voit que les gens ont mis en place des programmes autour de la périnatalité qui sont vraiment très intéressants. Et ce que vous soulignez qui est très important, c'est que ce n'est pas uniquement le fait de passer des messages, mais c'est aussi cet accompagnement. Alors, il y a la partie précarité, il y a la partie, évidemment, éducation. Et bon, là, nous, en Europe, on va probablement transposer un programme canadien, où, à titre d'exemple, pour que les parents apprennent à cuisiner des légumes dont ils ne connaissent parfois pas le nom. C'est au travers de la lecture qu'ils vont faire à leurs enfants qu'on va leur apprendre. Donc on distribue en fait des livres pour enfants où il y a des recettes, il y a des choses. Et puis c'est aussi comme ça chez des parents qui sont parfois moins lettrés que ce que nous on peut être. Ça leur permet de découvrir des nouvelles choses. Et puis je crois que la notion d'atelier accompagné est très intéressante. Après, ce qu'il faut, c'est comment on fait pour rendre pérennes ces mécanismes de prévention qui aujourd'hui ne sont pas toujours bien vus parce que ça coûte cher et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est un vrai problème. Une question. Est-ce que vous avez des données sur les patientes obèses qui sont rentrées comme ça dans un programme d'activité physique et de rééducation alimentaire vraiment encadré et poussé sur le taux de patientes obèses qui vont perdre du poids pendant la grossesse, ou en tout cas quel est le taux de prise de poids chez ces patientes-là? Et d'autre part, est-ce qu'il y a des statistiques sur l'issue obstétricale chez les patientes en fonction de si elles ont perdu du poids, je parle pour les patientes obèses, ou une prise de poids, des intervalles comme ça? Alors, en fait, il y a des données, je vous les ai montrées. Hein. Grosso modo, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers qui vont perdre du poids ou qui vont être en dessous des recommandations, moins de 5 kilos, qui vont même parfois perdre du poids. Un tiers qui vont être bien et un tiers qui vont être au-dessus, à peu près, pour simplifier le message. Les données sur la perte de poids, elles sont parfois un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a des données qui montrent que cette perte de poids n'a pas trop de conséquences et qu'elle permet d'avoir le meilleur ratio petit bébé, gros bébé, grosso modo. C'est en particulier les données de l'équipe belge de Louvain, c'est l'équipe de Roland de Vilgueur. Donc il y a une publication de Obstet Gynécole, je crois, dans les années 2010, qui montrait vraiment qu'il n'y avait pas d'effet. Il y a d'autres études qui montrent que le mieux, c'est quand même d'être entre 5 et 9 kilos parce que dans un certain nombre de situations, on augmente un tout petit peu les plus petits bébés. Et c'est un peu ce que Cécile va vous développer tout à l'heure. On se retrouve un peu dans la situation de la chirurgie bariatrique où il y a d'autres raisons. Mais c'est vrai que cette perte de poids, quand elle est en particulier excessive, peut concourir à augmenter les petits pour la gestationnelle. Elle a rarement de l'impact, en tout cas, sur le pronostic maternel qui, lui, n'est pas péjoratif. Mais par contre, ça dépend des études. Petite augmentation des petits pour la gestationnelle, mais très nette amélioration de la macrosomie, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a un suivi dans le postpartum par rapport pour voir si elles continuent, celles qui ont pratiqué, enfin qui ont répondu positivement, est-ce que ça se prolonge, quoi? Alors là, je vais avouer qu'à titre personnel, je n'ai pas d'expérience, parce qu'en France, vous savez bien que le postpartum, c'est le parent pauvre de notre discipline et qu'on perd un peu de vue les femmes. En tout cas, pour moi qui suis plutôt dans des centres universitaires, on a quand même du mal à les suivre sur du long terme. Aujourd'hui, il y a pas mal de données qui sortent sur le postpartum qui paraît être une période très intéressante. Et on a un groupe européen qui réfléchit autour de l'obésité et du diabète, c'est leur nouveau dada. C'est comme on n'est pas très bien actif, pas suffisamment actif au cours de la grossesse, on essaye justement d'agir entre les deux grossesses. Mais on a peu de données qui démontrent des effets sur du long terme. C'est un peu le problème de l'obésité, c'est que sur du long terme, les médecins nutritionnistes, ils ont quand même du mal à tenir ces gens qui ont quand même tendance à reprendre du poids, puisque l'obésité, c'est une maladie chronique. Et parfois, ils sont tellement restrictifs pendant un temps qu'en effet, on va avoir une efficacité sur le poids, mais qu'après, quand ils reprennent une alimentation même pas forcément très anormale, eh bien, leurs considérations métaboliques font que de toute façon, ils reprennent du poids. Ça, c'est compliqué.
Ok. Y a-t-il encore des questions? Non, mais on te remercie, Philippe.